Et à vous tous qui suivez la télévision rwandaise, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de ce lundi. Voici le sommaire. Les militants pour la défense des droits de l'enfant en provenance des différents pays de l'Afrique de l'Est lancent un appel aux dirigeants pour tout mettre en œuvre afin de mettre un terme au conflit qui ensanglante le continent. Lancement à Kigali de la campagne des 16 journées consacrées à la lutte contre les violences basées sur le genre faites aux femmes et aux filles. Toujours en parlant des violences faites aux femmes, en 2023, au moins 51 100 000 femmes ont été Bonjour et bienvenue. Les militants pour la défense des droits de l'homme, de l'enfant, en provenance des différents pays de l'Afrique de l'Est, lancent un appel aux dirigeants pour tout mettre en œuvre afin de mettre un terme aux conflits qui ensanglantent le continent, car ces conflits constituent l'une des pires menaces au respect des droits de la personne dans la région. Cet appel est lancé à Kigali alors que ces militants se sont retrouvés dans des discussions afin de trouver des mécanismes qui permettront à tous les enfants d'accéder à une éducation de base, tout en levant tous les obstacles, notamment les conflits et les guerres, vecteurs de violation des droits de la personne en général et de l'enfant en particulier. La création d'un forum pour le respect des droits de l'enfant dans la région existe depuis 10 ans mais les membres estiment que malgré les nombreuses réalisations, il existe encore des obstacles, notamment les conflits conduisant aux guerres dans certains pays de la région, avec comme conséquence le non-respect des droits des enfants, notamment en matière d'éducation. Les participants félicitent le Rwanda comme étant l'un des pays qui a réussi à éliminer les obstacles qui empêchent les enfants d'avoir droit à l'éducation. Les passionnés de la littérature au Rwanda estiment qu'il faut développer davantage la culture du livre au Rwanda afin de protéger les générations futures contre tout ce qui nuirait à la nation. Jean Damascène Manishimwe nous en dit plus. De plus en plus de voix s'élèvent pour dire que la culture du livre est à promouvoir au Rwanda, une réalité qui s'explique entre autres par la culture de l'oralité qui a longtemps dominé le pays. La culture de la lecture, il faut la renforcer parce qu'elle est là. Même si elle est très petite, elle est là. Chaque personne aime lire et il faut savoir lire. Et donc lire en français, écrire en français, rencontrer des écrivains qui écrivent des livres en français, rencontrer la langue française, pas le livre, et les gens qui écrivent, qui dessinent, parce que la langue se dessine, la langue s'écrive, se parle et se joue. L'amour ne veut pas de moi est le premier livre rédigé par Yolande Mukagasana, à peine sorti du génocide commis contre les Tutsis. Une œuvre qui aura largement contribué à révéler au monde l'histoire du génocide commis contre les Tutsis, une raison supplémentaire pour elle d'inviter les Rwandais à écrire, car la matière abonde. Pour moi, les Rwandais ne lisent pas assez, mais les Rwandais n'écrivent pas non plus assez. Parce que chaque Rwandais a une histoire. Et par exemple, à propos du génocide, chacun a quelque chose à raconter. Et pourquoi ne pas raconter ce que les gens plus grands que vous ont vu, ce qu'ils ont vécu pour protéger les générations? Parce que si nous ne protégeons pas nos générations, ils vont tomber dans le même piège. Aujourd'hui, il faut qu'on regarde vraiment tout droit et nous regarder dans un miroir et nous dire est-ce que nous servons à quelque chose. Parce que aujourd'hui, quand on voit l'idéologie génocidaire qui est chez les jeunes, qui n'ont même pas vu le génocide, d'où est-ce que ça peut venir? Ça ne peut venir que de nous, les adultes, qui essayons de tuer encore une fois nos enfants par la haine et l'idéologie du génocide. C'est pour cela que, personnellement, je pense qu'il est un peu tard même. Il est très urgent qu'on travaille sur l'idéologie du génocide dans la jeunesse. C'est pour cela que je suis occupée à créer des outils pédagogiques contre l'idéologie génocidaire chez les jeunes. C'est très urgent.
Yolande Mukagasana, reconnue pour avoir beaucoup écrit sur l'histoire du génocide commis contre les Tutsis, soutient que les écrits en Kinyarwanda devraient être plus privilégiés car c'est un moyen efficace d'honorer la nation qui a vécu des moments sombres dans son histoire. Vous savez pourquoi je pense qu'il faut écrire en Kinyarwanda? C'est d'abord donner de la valeur à notre langue, à notre culture, à notre pays. Ok? Et puis, tous les enfants rwandais qui me tiennent à cœur ne parlent pas de langue étrangère. On ne peut pas demander aux enfants de la rue pourquoi ils ne lisent pas. On ne peut pas leur écrire en français ou en anglais. Donc, alors que nous devons atteindre tous les enfants, nous devons atteindre tous les enfants rwandais. Quoi qu'il arrive, nous devons essayer de leur donner une éducation à l'amour et non à la haine, parce que c'est la haine qui les a détruits. Oui, je suis déjà en train d'écrire une série de livres qui s'appelleront, la série s'appellera Umurage. Je ne parle pas des titres, mais c'est une série d'Umurage que je vais laisser aux jeunes et aux générations. Je suis en train de préparer un héritage. Vous savez, le génocide contre les Tutsis a été fait en Kinyarwanda. Donc, il faut qu'on écrive dans notre langue. C'est une langue que nous partageons. Les enfants, les adultes, nos générations vont parler Kinyarwanda. Nous allons évoluer dans d'autres langues. Mais notre pays, comme c'est notre mère, notre langue est notre identité. Notre identité, c'est notre culture. Tout s'entremêle. Nous devons protéger notre identité. L'idéologie de la haine a été pendant longtemps véhiculée par les médias, ce qui a rendu possible le génocide commis contre les Tutsis. Pour Yolande Mukagasana, écrire sur l'histoire du génocide permettrait aux jeunes de mieux connaître l'histoire de leur pays. Par exemple, l'action que je suis en train de faire, c'est une action à travers laquelle les jeunes et les générations apprendront le génocide, mais pas le biais du bien, pas le biais du mal. Vous allez voir ça, je vais vous inviter quand je vais inaugurer. J'aimerais que les enfants sachent qu'il y a eu un génocide, sachent comment ça arrive, qu'une maman puisse tuer son enfant ou tout ce qu'on a vu. Comment est-ce qu'on peut tuer, manger un humain juste parce qu'il est comme il est né? Tu vois, tout ça sont des choses que nous devons combattre quoi qu'il arrive. Parce que nous devons rendre l'humanisme à l'être rwandais pour que vos enfants puissent grandir avec amour et non dans la haine de l'autre, dans l'idéologie de division et de génocide. L'abbé Alexis Kagame ou encore Monseigneur Loïs Bigilumrami sont les deux grands noms de tous les temps qui ont mis à l'honneur la culture rwandaise à travers la littérature. Les passionnés de la littérature indiquent que ces grandes figures devraient pousser les générations actuelles et futures à aimer davantage l'écriture. Lancement à Kigali de la campagne des 16 journées consacrées à la lutte contre les violences basées sur le genre faites aux femmes et aux filles. Le ministre du Genre et de la Promotion de la Famille, Ouimana Kansolé, en lançant officiellement cette campagne, a demandé à tous et à chacun de se lever et de lutter contre ces abus, car ces derniers ralentissent le développement de la communauté et font reculer le pays dans son ensemble. Le thème de cette année est « Bâtir une communauté contre la violence ». La ministre est aussi revenue sur les efforts entrepris par le pays pour lutter contre les grossesses non désirées des jeunes filles. Elle a appelé les parents à plus de responsabilités face à l'éducation de leurs enfants. Pour cette nouvelle page, Claver Niyonyima sert de guide aux touristes qui visitent le parc national de Nyungwe. Il a remporté le prix international de la couronne britannique en partenariat avec le Task Conservation Award qu'il lui a attribué pour la protection de l'environnement. Il sera récompensé pour ses efforts à faire connaître et à protéger les oiseaux du parc national de Nyungwe. Ce prix lui sera remis par le roi du
du Royaume-Uni le 27 novembre de cette année. Les détails avec Assim Youssouf. Claver Noingima se lève chaque matin pour se rendre dans le parc national de Nyungwe pour enregistrer le chant des oiseaux qu'il utilise ensuite pour guider les touristes qui visitent ce parc. Pour capter ces sons, il se sert d'un petit appareil semblable à une antenne parabolique qui possède un micro capable de capter des sons à distance et qu'il connecte à son téléphone portable. Il enseigne en outre cette méthode aux enfants et ceux qui ont commencé avec lui en 2009 lorsqu'il a créé ce club de protection de l'environnement sont aujourd'hui des guides touristiques et cela leur assure un revenu stable. Vous voyez, cet appareil est une torche à laser et nous l'utilisons pour montrer aux clients où se trouve l'oiseau. L'appareil précise si l'oiseau est à gauche ou à droite à 1 mètre. Cette lumière est dangereuse et on ne la pointe pas à un oiseau parce que si on la pointe aux yeux, l'oiseau perd automatiquement la vue. Il y a des jumelles qui nous permettent de bien identifier à distance les oiseaux en précisant leur couleur. Chaque vendredi soir, Claver Noingima se rend au groupe scolaire de Gisakura où les élèves membres du club des guides touristiques se réunissent avec d'autres jeunes diplômés qui actuellement travaillent en tant que guides touristiques. Cela leur permet d'apprendre dès leur jeune âge à identifier les espèces d'oiseaux vivants dans le parc de Nyungwe et connaître leurs noms et leurs chants. En plus de cela, Claver a fondé deux coopératives dans sa région natale, le secteur de Rangiro, dans le district de Nyamasheke. L'une des coopératives comprend des anciens braconniers et des personnes qui endommageaient la forêt de Nyungwe en cherchant des minerais et du bois et en chassant des primates, et l'autre regroupe ceux qui aident les touristes à transporter leurs bagages lors des randonnées dans la forêt. Ils ont aujourd'hui changé de mentalité et leurs conditions de vie se sont considérablement améliorées. Jusqu'à présent, nous sommes payés et lorsque nous apercevons ces primates, personne ne leur fait du mal et nous assurons leur protection. Ils nous ont fait du bien et je suis parmi ceux qui ont reçu de l'argent. Il nous a aidés à comprendre que cette forêt doit être protégée et que chaque citoyen puisse à tout moment informer les dirigeants de tout ce qui pourrait nuire à ce parc. Cela fait environ 15 ans que je ne pratique plus de mauvaises actions pouvant nuire à la biodiversité du parc et les habitants connaissent bien ma vie familiale. Après que le prix lui ait été attribué, Claver Noingima a dit qu'il ne savait pas du tout qu'il existait des personnes qui valorisaient son travail à ce point. Si un prix m'a été attribué, je ne m'attendais pas du tout à cela. En fait, les gens observaient mes activités, mais je ne savais pas qu'ils les valorisaient à ce point. La direction du parc national de Nyungwe admet que les actions de Claver ont joué un rôle majeur pour faire connaître les oiseaux de ce parc, ainsi qu'assurer sa préservation. Dans le domaine du tourisme relatif aux oiseaux, nous voyons souvent que des gens qui viennent, notamment d'Afrique du Sud, de la Grande-Bretagne ou des États-Unis, indiquent qu'ils souhaitent que Claver leur serve de guide. Cela montre combien cet homme a de la notoriété et que son expérience est très importante dans le domaine du tourisme fondé sur les oiseaux. Le prix, accompagné de 30 000 livres sterling, soit environ 51 millions de francs rwandais, sera remis à Claver par la couronne britannique lors de la cérémonie prévue pour le 27 novembre de cette année. Certains jeunes qui participent depuis un certain temps aux activités de volontariat indiquent être satisfaits des progrès que le pays a accomplis auxquels ils ont eux-mêmes contribué. Ils souhaitent cependant que le programme de volontariat concerne tout le monde et que les autorités compétentes améliorent la manière de le mettre en œuvre. Les détails avec Assim Youssouf.
Wetonze Alexia du district de Gasabo indique avoir eu le désir de devenir volontaire lorsqu'elle était encore au secondaire. Elle a réussi à réaliser son rêve en 2018 lorsqu'elle a commencé à participer à des activités consistant à faire revenir des enfants à l'école, au programme Une vache par famille, à la construction des maisons pour les plus démunis et d'autres activités accomplies de manière bénévole. Elle indique en outre qu'elle en est arrivée au point où elle utilise une partie de son salaire pour résoudre les problèmes de ses voisins. Même si nous sommes des volontaires, nous sommes engagés dans diverses activités et à l'argent qu'on a gagné ou au salaire qu'on a reçu, on peut en prendre un tout petit peu qui pourrait aider quelqu'un d'autre pour aller à l'école ou pour résoudre le problème auquel il est confronté. Certains citoyens indiquent également qu'ils apprécient la contribution des jeunes et d'autres Rwandais qui participent à des actions de volontariat. La dernière fois, ils nous ont aidés à creuser des canalisations d'eau et ont apporté leur assistance aux travaux communautaires effectués à la crèche. Le ministère de l'administration locale indique que le nombre de Rwandais impliqués dans des activités de volontariat a continué d'augmenter, atteignant désormais 2 800 000 personnes. Twagirayezu Trojan, membre de l'Organisation internationale de volontaires VSO, indique que les progrès que le Rwanda a accomplis dans ce programme sont impressionnants, mais qu'il y a encore des aspects à améliorer pour faire avancer davantage le pays. En fait, lorsque nous sommes invités pour telle ou telle autre activité de bénévolat, c'est qu'il y a un problème au sein de la société que ce volontariat va résoudre. Et ensemble, avec la population, on s'y met et on planifie tout. Et on s'est dit que pour que la solution soit trouvée, on aura besoin des jeunes ou d'autres personnes bénévoles. Et après, on devrait penser au bien-être de la personne qui va venir. Est-ce qu'elle aura besoin de l'eau à boire, de la parapluie ou de la mutuelle de santé? On pense en fait à ce qui va l'aider pour qu'elle puisse bien s'acquitter de cette tâche, même s'il s'agit du bénévolat. Le directeur général chargé de la sensibilisation et de la coordination des activités des jeunes volontaires au ministère de l'administration locale, Koubana Richard, indique que le gouvernement continuera à améliorer le programme de volontariat et à collaborer avec les citoyens pour exprimer leur reconnaissance à quiconque y contribue. Cela fait presque une année que le communiqué demandant au ministère de l'administration locale que les travaux communautaires soient pratiqués de manière professionnelle est sorti. Nous sommes en train de perfectionner cela et c'est un processus que nous réalisons ensemble, mais on y pense. Parmi les autres Rwandais qui apportent une grande contribution à la construction du pays à travers le volontariat, on trouve les auxiliaires de santé, les auxiliaires agricoles, les amis de la famille, les médiateurs et les conseillers au niveau des instances de base. Place à la science à présent. Nous avons le plaisir d'accueillir notre collègue, notre confrère, Patrick Yilidandi. Bonjour. Bonjour Michel. Alors récemment, du 20 au 23 novembre, vous étiez en Hongrie, à Budapest, la capitale. Il y a un forum qui s'est organisé, World Science Forum, ou bien le Forum mondial de sciences. Mais avant d'entrer dans les détails, donnez-nous un petit aperçu de Budapest. Comment est la capitale ? J'aurais bien voulu, Michel, découvrir cette belle ville, mais il fait une température extrêmement froide. Vous imaginez quitter 20 degrés à se retrouver direct à 0 degré. Ou en dessous. Ou bien en dessous. Et donc, c'est très difficile de passer 10 minutes à l'extérieur, mais on essaie quand même de s'adapter. C'est une ville qui est construite donc sur le Danube. C'est le fleuve Danube qui sépare les deux côtés, l'Est et l'Ouest. Et cette ville est magnifique parce que les architectes de cette ville ont su allier à la fois l'architecture antique et moderne. Donc il y a des châteaux. C'est un peu comme Paris, quoi.
Voilà, exactement. Il y a le côté ancien et le côté modernité. C'est vraiment une très belle ville et j'espère que je pourrai revenir quand il y aura une température beaucoup plus acceptable. D'accord. Ouais. Alors, vous venez de participer au Forum mondial de sciences de cette année à Budapest. Comment pouvez-vous nous présenter, je dirais, cet événement? Au fait, le Forum mondial sur la science qui se déroule tous les 2 ans à Budapest, la capitale de la Hongrie. Ça a commencé en 2003 exactement. Il est organisé tous les 2 ans. Le forum trouve son origine dans la première conférence mondiale sur la science organisée par l'UNESCO à Budapest en 1999. Le second s'est tenu en 2005 ainsi que le 3e en 2007 et cette année, c'était donc le 5e Forum mondial sur la science qui s'est tenu du 20 au 23 avec comme thème éthique et responsabilité. Le Forum mondial de la science, Michel, a pour objectif de devenir comme le Davos de la science, vous connaissez Davos, et d'obtenir le même impact stratégique mondial sur la science et la politique scientifique et que le Forum économique mondial dans le domaine de la politique économique mondiale. D'accord. Alors, sur quoi est-ce que exactement se basent les organisateurs de ce forum? Que recherchent-ils selon les échanges que vous avez eus avec les scientifiques à Budapest? Quelle a été la contribution de la connaissance pour notre humanité, pour l'humanité? Voilà, donc les scientifiques se retrouvent donc à Budapest tous les 2 ans pour réfléchir sur le devenir de l'humanité. Alors à Budapest, ils ont réfléchi d'abord sur la science et la connaissance et donc les éléments essentiels pour la vie quotidienne de l'humanité. Vous le savez, la connaissance scientifique n'est pas seulement le résultat de la curiosité et de l'effort scientifique inhérent à l'humanité, elle est également un puissant moyen de comprendre la nature humaine, la société et la nature dans laquelle les humains vivent. Le progrès de la science contribue également grandement au développement socio-économique de la société, au bien-être global de l'humanité, à la relation de l'homme à la nature et à la qualité de vie. Au cours des siècles passés, le rôle prédominant de la science est de produire de nouvelles connaissances pour satisfaire la curiosité de l'esprit humain. Ces dernières années, le rôle de la science a subi des changements car la recherche scientifique est devenue de plus en plus le moteur même du développement de la société. D'accord. Alors, quelle a été la mission que s'est fixée les créateurs de ce forum? Les créateurs de ce forum voulaient d'abord offrir les principales aux parties prenantes à ce forum, donc un cercle de dialogue sur la science et donc offrir aussi un rôle et la responsabilité dans ce XXIe siècle que nous avons entamé. Et ils ont voulu aussi comprendre et promouvoir la nécessité de la science et ses conseils dans la prise des décisions politiques et économiques, et enfin échanger des points de vue et des idées sur la manière de communiquer la science et ses valeurs fondamentales à la société, dans son ensemble, aux différents groupes parties prenantes. Alors aujourd'hui, le monde fait face à un défi énorme, je dirais, suite au changement climatique en cours. Quel est le message que les scientifiques ont lancé à l'humanité lors de ce 5e Forum mondial de sciences? C'était là, au fait, la base même de la réunion qui a regroupé des experts dans les différents domaines de sciences qui sont venus des 5 continents, qui se sont retrouvés à Budapest. Des experts mondiaux ont souligné donc les besoins urgent d'agir sur le changement climatique et la santé. Au 2e jour déjà du Forum mondial, des experts du premier plan ont abordé les impacts profonds et interconnectés des changements climatiques sur la santé humaine et les générations futures au cours de l'après-midi du 2e jour du Forum mondial des sciences. Et puis, parlons de quelques experts. Il y a Montira Mogrissi, qui est donc conseillère principale pour les changements climatiques et la santé à Save the Children. Elle a souligné que les transformations environnementales, notamment la pollution atmosphérique croissante, la chaleur extrême et les inondations, mettent en danger l'avenir des enfants. Et elle a présenté les initiatives de Save the Children pour parler de cette organisation visant à donner donc aux jeunes des outils d'éducation
et le plaidoyer pour façonner un peu la politique climatique et la prise des décisions. Un autre expert qui a intéressé le public, il y a Claudia Canal, qui est donc directrice générale de Kirkhouse Trust, qui a expliqué comment les projets de culture des légumineuses en Afrique améliorent la qualité de la culture, dans la qualité du sol et réduisent donc les risques agricoles, offrant une approche pratique pour lutter contre l'insécurité alimentaire et atténuer l'impact des changements climatiques sur l'agriculture. Voilà donc si on peut résumer un peu les experts intéressants qui ont pu se prononcer devant l'Assemblée. Merci en tout cas Patrick pour cet éclairage sur la science en général. Merci encore. Merci Michel. Tout à l'heure, actualité à l'international. Nous arrivons au terme de cette édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise et d'ici là, portez-vous bien.